Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La date du rapatriement du corps de l'opposant historique Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo demeure inconnue. Le pouvoir en place et le parti politique du défunt n'ont pas encore trouvé une entente à cet effet. L'Afrique centrale a enregistré un net recul dans le financement de projets d'infrastructures durant l'année 2016. C'est du moins ce qu'affirme un rapport concernant la sous-région, réalisé par la firme internationale d'audit Deloitte. En Afrique du Sud, une jeune femme de 32 ans s'est lancée à la conquête du marché de la bière artisanale, largement dominé par les hommes. Un portrait à découvrir dans cette édition. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, de violents affrontements ont éclaté au Parlement lors du discours à la nation du président Jacob Zuma. C'était ce jeudi 9 février. Pendant 1h30, l'opposition, notamment les députés du parti radical de Julius Malema, ont empêché le chef de l'État de s'exprimer. Ces derniers estiment qu'il a violé la Constitution et qu'il n'a pas sa place au Parlement. Une revendication qui a pour origine les nombreux scandales auxquels le président Jacob Zuma a été mêlé au cours de l'année 2016. La date du rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février à Bruxelles en Belgique, reste inconnue. Le gouvernement a déclaré prendre en charge l'organisation et tous les frais des obsèques. Une décision que désapprouve l'UDPS, le parti du défunt. Plus de détails avec notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, l'opposition et le pouvoir ne s'accordent pas sur l'organisation des obsèques du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi, décédé le mercredi 24 janvier à Bruxelles. Pour le gouvernement dirigé par le Premier ministre Sami Badibanga, le leader de l'opposition doit bénéficier des obsèques particulières, ceci en qualité de son statut d'ancien Premier ministre. Sur instruction du président de la République, nous avons pris la résolution de couvrir toutes les charges relatives à l'organisation des obsèques de M. Tshisekedi. Et à cet effet, nous avons constitué une commission spéciale chargée de l'organisation des obsèques, placée sous la présidence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Pour le parti d'Étienne Tshisekedi, c'est un autre son de cloche. Des conditions sont posées avant le rapatriement du corps de leur président. Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 8 février au siège du parti, le secrétaire général de ces partis a rejeté l'offre du gouvernement et en a appelé à la mise en application de l'accord du 31 décembre avant le rapatriement de la dépouille du président du Conseil national de suivi des accords. L'UDPS ne reconnaît aucun autre comité parallèle, notamment celui rendu public par le porte-parole du gouvernement. Ipso facto, l'UDPS n'est pas intéressé par l'offre de titres de voyage faite par l'actuel gouvernement à sa délégation pour la raison suivante. Le caractère malveillant et ostentatoire de cette offre nous pousse à croire que nous sommes face à des calculs politiques de mauvais goût dont l'objectif est de faire du tapage et marchandage inutile. L'UDPS estime que la date du rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi est liée à un certain nombre de préalables, notamment les lieux et la forme de l'enterrement. Pour le premier parti de l'opposition à RDC, un mausolée doit être construit pour son président au centre-ville. L'UDPS accepte la prise en charge totale des frais des obsèques par l'État, tout en précisant qu'il appartient au gouvernement issu de l'accord de la Saint-Sylvestre d'organiser ces obsèques. Les députés rwandais ont adopté ce mercredi 8 février une loi visant à faire du swahili la 4e langue officielle du pays, aux côtés du kinyarwanda, la langue locale, du français et de l'anglais. Le swahili est la langue la plus parlée d'Afrique subsaharienne et c'est aussi depuis 2004 une des langues officielles de l'Union africaine. Le Rwanda entend ainsi respecter les engagements qu'il a pris au moment de son intégration au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le financement des projets d'infrastructures en Afrique centrale a reculé de 80% en 2016. Selon les experts, la plupart des pays de la sous-région ont réduit leurs dépenses publiques pour les orienter dans des secteurs spécifiques. Plus de détails avec Idelette Mirabel-Bissou.
En Afrique centrale, le financement des projets a reculé en 2016. C'est la conclusion d'un rapport de la firme internationale d'audit Deloitte qui estime que la plupart des pays de cette sous-région annoncent la mise en œuvre de plans d'émergence dans un horizon moyen de 2030. Même si le nombre de projets a très légèrement augmenté, passant de 23 à 24, la valeur des ressources qui y ont été injectées a été de plus de 4 milliards de francs CFA contre près de 22 milliards de francs CFA pour 23 projets en 2015 et 20 milliards de francs CFA pour 13 projets en 2014. Le recul à hauteur de 80% des financements dédiés aux projets structurants en Afrique centrale. L'Afrique centrale est victime on va appeler ça d'un double choc. Premier choc sécuritaire, deuxième maintenant économique, dû beaucoup plus à la diminution des prix de matières premières. Ça, on n'a pas souvent étendu l'analyse jusqu'à ces matières premières-là. Or, tout cela mis ensemble, vous vous rendez donc compte que les recettes d'exportation de ces États ayant diminué de façon drastique, il devenait quasi impossible de continuer encore à financer, à injecter les fonds pour des projets structurants qui demandent beaucoup d'argent. 54% des projets de la sous-région ont été lancés au Cameroun qui, en plus de son plan d'émergence à l'horizon 2035, exécute un plan d'urgence triennal visant à rattraper la croissance. Le pays a aussi capté près de la moitié des financements en Afrique centrale au profit des projets énergétiques. Et que les dirigeants de l'Afrique centrale ont mis sur les projets d'infrastructures énergétiques tient de ce que l'industrie ne fonctionne que essentiellement à base de l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, il est hors de question de rêver d'avoir une structure industrielle viable. Les investissements miniers dans la sous-région ont progressé, comptant pour 8% en 2016 contre 4% en 2015, mais très loin du poids de 29% en 2013. La Chine a aussi été au cours de l'année 2016 le premier partenaire financier des projets d'infrastructure en Afrique centrale. Elle s'est aussi accaparée de 50% des marchés de construction contre seulement 20,8% pour les sociétés privées locales et 8,3% pour la France. Au Ghana, les agriculteurs font la promotion de la filière de la patate douce. Nombreux sont ceux qui estiment que la tubercule a contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations. Birama Saonera. La filière de la patate douce en plein essor au Ghana. Dans la région de la Volta, plusieurs agriculteurs se sont tournés vers cette culture depuis 4 ans. En effet, cette partie du pays favorise la consommation d'une variété connue sous le nom de patate douce à chair orange. Dans sa ferme de 2 acres, ces fermiers réalisent un chiffre d'affaires d'environ $4 500 par an. 90 jours, c'est le temps de maturité de la patate douce. À la récolte, nous pouvons vendre aussi bien la patate que ses racines. Cela fait une très grande différence pour nous. La patate douce exige moins d'intrants et moins de main-d'œuvre que les autres cultures vivrières comme le maïs. Elle peut rester longtemps dans le sol après la maturité. Selon le Centre international de la pomme de terre, un organisme de recherche agricole, la patate douce est également plus tolérante aux conditions climatiques difficiles. Les Africains de l'Est et du Sud utilisent la patate douce plus que les Africains de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle nous avons plus besoin de faire des campagnes de promotion. Beaucoup de gens ne sont pas conscients du potentiel de cette culture. Depuis l'introduction du programme par le gouvernement ghanéen et ses partenaires en 2010, les agriculteurs et les entrepreneurs investissent dans la culture. Ils ont pu trouver des moyens locaux pour transformer la patate. Dans cette pâtisserie, plusieurs produits dérivés sont fabriqués. Quand j'ai commencé à utiliser la patate douce, mon revenu a augmenté parce que les gens qui aiment les pommes de terre ont commencé à acheter mon pain. Ma marge bénéficiaire a aussi augmenté grâce à cette patate douce. En plus d'être riche en glucides, la patate douce contient également des vitamines du zinc et du fer, ce qui la rend très nutritive. Au Ghana, les chercheurs se sont fixés comme objectif d'atteindre environ 500 000 plantations de patates douces d'ici à 2020. En Afrique du Sud, une femme maître brasseur veut se positionner sur le marché de la bière artisanale, fortement dominée par les hommes. À 32 ans, elle est copropriétaire d'une brasserie avec comme spécialité une bière naturelle sans conservateur. Clément Joël Soala.
La brasserie d'Apiweng Suzani Mawela produit 40 000 litres de bière chaque mois. La jeune femme de 32 ans, titulaire d'un bachelor en microbiologie et de master en brasserie, a créé en 2013 sa marque de bière qu'elle a baptisée Brewhogs. Seule femme brasseuse de bière artisanale dans son pays, elle a fait face aux stéréotypes de la société sud-africaine. Sa force, c'est sa passion pour la brasserie. J'ai travaillé la bière artisanale quand j'étais à Frasen Street. Je travaillais pour les brasseries sud-africaines SAB. J'expérimente aujourd'hui différents types de bières. À la SAB, nous brassions les principales marques. C'est ce que je faisais tous les jours. Et quand je suis allée à Frasen, je pouvais mieux m'amuser et développer mes propres recettes. Je pouvais apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la bière. J'étais créative. Et je pense que c'est là-bas que tout a commencé pour moi. Les bières Brewhogs sont brassées de façon traditionnelle sans aucun produit chimique ni conservateur pour ne pas perdre la valeur intrinsèque de la bière locale. Apiweng Suzani Mawela dit utiliser un houblon spécial qui donne à sa bière un goût tout à fait différent. La maître brasseuse est aussi une formatrice accréditée dans son domaine et offre souvent des formations à ceux qui souhaitent apprendre à brasser ou découvrir les ingrédients et recettes de bière. C'est le même standard que les bières internationales. Cette bière est résolument au même niveau que les autres. En utilisant les saveurs et produits locaux, le résultat est encore meilleur. Je pense que c'est bon, même si je ne suis pas une grande consommatrice de bière. J'ai aimé le goût qui n'est pas mal et c'est vraiment bon. En ce qui concerne l'industrie de la bière artisanale ici en Afrique du Sud, elle est embryonnaire, mais en pleine progression. Les bières d'Apiweng le démontrent. Ce sont des bières que vous devriez apprécier. Apiweng Suzani Mawela espère produire 40 000 litres de 5 types de bières différentes par an. La jeune brasseuse est prête à accompagner et soutenir les Sud-Africains qui veulent se lancer dans le domaine. Elle travaille actuellement sur de nouvelles saveurs et types de bières pour élargir son offre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.